bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Azir. Salut. Du coup, on va commencer tout de suite dans le lard. C'est la tradition ici, dans le lard. Je sais pas si c'est une expression que j'utilise jamais, ça y est, tout de suite. On va commencer tout de suite. Je vais te demander de définir le dernier mot que ma précédente invitée, qui était Claire Botalico, a dit. Et donc, mais définir selon ton point de vue. Hein. Je parle pas un grammairien ou quoi que ce soit. Voilà. Le mot, c'était parole. Parole. Il faut que je définisse en un mot ou... Non. Qu'est-ce que quand je te dis parole, ça te fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à des chansons genre Dalida. Tu vois. Voilà. Moi, dans un premier temps, je le vois comme invitation, acceptation, dans le sens inviter quelqu'un à prendre la parole, accepter que quelqu'un prenne la parole. Libérer la parole. On en a beaucoup parlé pendant les moments MeToo et tout ça. Non, mais c'est vrai. Ça. Donc, c'est ça qui résonne pour moi quand j'entends parole. C'est vraiment comment dire? Ouais, c'est ce moment où quelqu'un existe. Et quand on donne la parole à quelqu'un, quand on écoute quelqu'un, à ce moment-là, il existe. Et voilà, j'ai envie de m'arrêter là. C'est le sage Mazir qui est avec nous. Seigneur, je vais me calmer. Non, et en même temps, mais ça résonne assez justement avec ce que tu fais finalement. Et c'est fou parce qu'à chaque fois que je fais ce truc de mots, je pense que c'est le mindset dans lequel on est quand on vient faire ce genre d'exercice-là. Mais tout le monde, il y a un rapport avec le travail que vous faites. Et là, pour moi, tu donnes tellement la parole dans celui que j'ai vu, donc on va dire, tu réalises... mais t'es pas réalisateur à la base, t'es comédien. Oui, voilà, c'est ça. Mais on va quand même parler de ce film-là, l'Albatros, qui est toujours en compétition pour le Nikon Festival. Exactement. Je te souhaite de gagner. Regarde, je croise mes doigts. Et oui, tu donnes la parole en fait. Ça s'appelle l'Albatros. Je peux te laisser faire un petit pitch pour qu'on sache de quoi ça parle. Oui, alors, donc l'Albatros, c'est... Comment le pitch que j'avais fait moi sur le site, sur le film, etc. Ce sont ces personnes qui, dans leur pays d'origine, vont être des ingénieurs, des docteurs, des professeurs, ou toutes sortes de choses comme ça. Et une fois exilés ailleurs, ils doivent redémarrer à zéro. Et à ce moment-là, souvent leurs qualifications sont vues à la baisse. Ou d'autres choses comme ça, ou parfois c'est l'urgence de nourrir leur famille qui fait qu'ils acceptent n'importe quel boulot. Et souvent, ces gens-là, ça va être des femmes de ménage, des hommes et femmes de ménage, des agents de sécurité, des chauffeurs de bus, ce genre de choses. Alors attention, je dis attention à deux choses. La première, c'est que je ne tape pas sur la France. Je ne dis pas que la France voit les étrangers comme des gens en dessous. C'est l'exil qui force à ça. Et deuxième chose, il n'y a pas de sous-métier. C'est juste que quand on est ingénieur et que d'un coup, on garde un hangar vide ou un magasin de fringues, il y a un petit décalage. Il y a un choc de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais je crois... et tu vois, moi, je l'ai vécu... je suis parti vivre au Québec. Donc, c'est une autre forme d'exil, mais c'en est un. Et moi, dans le lycée français... parce que j'étais boursier, j'avais la chance d'être au lycée français, et les surveillants étaient souvent des gens des pays du Maghreb et qui étaient médecins et qui attendaient pour des équivalences et tout ça, mais qui n'avaient pas les moyens de juste attendre leurs équivalences et tout ça. Et en même temps, en plus au Québec, il y a quelque chose d'encore plus étrange, c'est qu'ils sont en demande. Ils sont en manque de médecins, ils sont en manque de... Tu vois. Alors en France, je ne sais pas quelle est la réalité en France quand on fait venir quelqu'un, mais là-bas, c'est une immigration sélectionnée. Et en plus, une fois qu'ils sont là, ils se retrouvent à faire des postes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font, donc c'est l'absurdité. Et dans ton... Vas-y, dis-moi. En France, il y a un phénomène qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, je parle du côté africain. Il y a par exemple beaucoup, moi qui suis algérien, je vois dans mon village tous ceux qui viennent d'avoir leur diplôme
leur doctorat ou ce genre de choses, des diplômes vraiment haut placés, la France les invite chaleureusement à venir. Donc il y a beaucoup de villages français, par exemple, où tu as des médecins maghrébins. Et ça, on a une fuite des cerveaux en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui vont en Suisse, qui vont au Canada, qui viennent en France. Et on les recrute, entre guillemets. Bien sûr, on les recrute. Et à l'inverse, en France, il y a par exemple l'exemple de ce grand médecin. Il a 70 ans, un grand chercheur. La France n'a pas voulu financer ses recherches. Et les États-Unis lui ont dit, viens. Et ce monsieur avait découvert qu'à partir de, comment on appelle ça, l'embryon ombilical, c'est ça? Oui, je crois qu'on dit ça. Ça qu'on dit, voilà. À partir de ça, en fait, chaque bébé, on peut garder le cordon ombilical. Ouais, c'est ça. Parce que l'embryon, c'est le. Là, j'étais là, je dis oui, cordon mais ombilical. Non, cordon ombilical. Donc, à partir du cordon, il avait découvert en gros qu'on garde les cellules souches pour chaque individu et on peut soigner les gens toute leur vie grâce à ça. Oui. Et il a fait ces recherches-là parce que les États-Unis les ont financées. Et en France, on a crié au scandale, fuite des cerveaux, pourquoi la Silicon Valley vient prendre les meilleurs chez nous. Oui. Alors qu'en fait, on se sert en Afrique. C'est les paradoxes, tu vois. Alors, c'est le moment train. Je t'ai pas parlé de ça, mais tu le découvres. J'entends un train. Là. Il y a un train, mais ça a duré 2 secondes et demie. C'était un micro-train. Bon, normalement, on fait une petite pause méditation, mais là, c'était très court. Donc, voilà. Allez. Mais oui, c'est étonnant que tu en parles. Et est-ce que du coup, toi, quand tu... Donc, du coup, tu es algérien. Oui. Franco-algérien ou tu es algérien? Franco-algérien. Donc, tu es né ici? Non, je suis né en Algérie. Okay. Je suis arrivé en France en 2000 en tant que réfugié politique. D'accord. Parce que mon père est écrivain et il devait se faire assassiner. C'était prévu. C'était prévu. C'était comme ça. Il devait se faire assassiner. Alors, en fait, il a eu des menaces, quoi. Plus que des menaces, il était dans les années... la décennie noire, les années 90 en Algérie, il y a ce qu'on appelle une liste. À partir du moment où ton nom se trouve sur une liste, tu es le prochain. En danger. Et mon père a eu de la chance, c'est que le terroriste qui était engagé pour le tuer, c'était son ancien élève à l'époque où mon papa était professeur de français. Et donc le terroriste est venu voir mon père, il lui a dit « je dois te tuer dans 3 jours. Et je t'aime bien, donc casse-toi ». Donc on est parti vivre en Libye dans un premier temps, on a fui, on s'est caché en Libye. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir dans les 7-8 ans. T'as des souvenirs du coup? Oui, j'ai de très bons souvenirs. On n'a vécu qu'1 an en Libye, ensuite on est revenu. Mon père est resté seul là-bas parce que le pays était un peu complexe. Il ne voulait pas qu'on grandisse là-bas. Et ensuite, lui, il est venu en France. Et 2 ans plus tard, on l'a rejoint en France et il avait le statut de réfugié politique. Et c'est le regroupement familial, quoi. Regroupement familial, et on a eu la nationalité française assez facilement, puisque mon père est né pendant l'Algérie française. D'accord. Et il y a une particularité, c'est que quand on est né pendant l'Algérie française, il suffit de demander un retour à la nationalité. Parce qu'il est né français, en fait. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ça le parcours qu'on a eu. Ça va te paraître peut-être anecdotique, mais moi, la seule porte d'entrée que j'ai eue dans ces années noires algériennes, c'est Papicha. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film-là. Oui. Et est-ce que, moi, pour moi, c'est le film qui a bouleversé ma fin d'année. Vraiment, je trouve qu'il est extraordinaire. Mais j'ai pas vécu. Oui. Donc, est-ce que toi, tu trouves ça reste une histoire, mais est-ce que la tension qui est présente dans ce film-là était identique à celle que tu as pu vivre avec ta famille? En partie, oui. En fait, il faut savoir que c'est pas le premier film qui a été fait sur le sujet. Il y en a un autre dont j'ai oublié complètement le nom, mais il est génial. Je le retrouverai. Tu l'enverras, on le mettra dans les commentaires. En fait, moi, j'ai un rapport particulier à Papicha. C'est que la réalisatrice, c'est la fille du grand-oncle de ma mère. Ah d'accord, donc c'est proche de toi. Et il a été enterré dans mon village. Et donc moi, quand j'étais gamin, je crois qu'il a été enterré dans mon village en 1999 ou 98, je ne sais plus. Je ne comprenais pas. J'avais adoré son film. C'était le film à voir à ce moment-là qui s'appelle La Montagne de Baïa. D'accord. Et puis, je sais pas. Le film de ton oncle. Du vieil oncle de ma mère. D'accord. On ne se connaît pas en fait. Je ne sais plus si c'est La Montagne de Baïa ou La Colline oubliée. L'un des deux. Je confonds, c'était 2 grands films à la même période. Bref, en tout cas, c'est un film qui m'avait vraiment marqué, qui m'a touché. Et je ne comprenais pas. Je disais à ma mère, mais il est où ton oncle? Elle me dit non, c'est le réalisateur. Et je ne sais pas ce que c'est qu'un réalisateur. J'ai toujours regardé des films, sauf que ça ne m'est jamais venu à l'esprit de penser qu'un mec faisait le film que je regardais.
Pour toi, c'était un objet, il n'y avait personne derrière, c'était juste un film, quoi. Je savais plus ou moins qu'il y a des caméras, etc. Mais je ne savais pas qu'un homme le faisait. Et donc, quand ce monsieur a été enterré dans mon village, d'un coup, je me dis, ah, on peut être celui qui fait les films. C'était ton déclencheur? Il y a eu pas l'unique déclencheur. J'ai grandi avec Bruce Lee et avec Chaplin. Quand je rentrais de l'école sur Canal Algérie à l'époque, on nous mettait du Chaplin tout le temps. D'accord. Donc j'avais cette chance finalement, tu vois. Et ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, bizarrement, c'est Bruce Lee. D'accord. Alors que... Est-ce que tu fais, je vois pas trop de liens encore, mais peut-être que tu as des projets plus de l'ordre de Bruce Lee, non? Il n'y a pas de lien avec Bruce Lee dans ce que j'aimerais faire dans mes films. J'ai suivi plus ou moins la vie de Bruce Lee. J'ai jamais fumé parce que mon père m'a dit Bruce Lee n'a jamais fumé. J'ai fait des arts martiaux, je continue les arts martiaux grâce à Bruce Lee. Et j'ai voulu faire du cinéma parce qu'on m'a dit c'est Bruce Lee qui fait ses propres films. Et plus tard, je découvre que Bruce Lee a dit les arts martiaux au cinéma, c'est ridicule, je vais rendre ça plus réel. D'accord. Donc il a changé finalement le cinéma. Le Hollywood d'aujourd'hui est incroyable grâce à lui, tu vois. Donc j'ai grandi avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu le déclic de l'oncle de ta grand-mère. On va reprendre parce que du coup, moi je suis un peu perdu. L'oncle de ta mère qui avait réalisé un film et qui du coup, sa fille, c'est sa cousine? C'est ta cousine? Non. Parce qu'on parlait de Papicha à la base. Ouais. Le père de la réalisatrice de Papicha, c'est l'un des plus grands réalisateurs algériens. D'accord. Et qui était l'oncle de ma mère. Oui, donc vous avez un lien de parenté. C'est quoi on ne se perdre. Ok. On se connaît pas. En fait, les familles sont tellement grandes en Algérie que, c'est très éloigné. On ne les connaît pas. Lui, je crois qu'il vivait en Suisse. Et il est venu, donc on l'a enterré dans mon village parce qu'il est né dans mon village. Et c'est là que je découvre que ce monsieur, c'est le vieil oncle de ma mère. Tu vois. D'accord. Donc, mais du coup, par rapport au film, pour revenir au film, je m'égare, je pars dans tous les sens. Alors, mais je connais tout ton arbre généalogique, mais je ne connais pas ton avis sur Papicha. Mon avis sur Papicha, il m'a bouleversé. Ouais. Parce que j'avais ma vision des années 90 comme je les ai vécues en fait. En tant qu'enfant, quoi. Voilà, en tant qu'enfant. Mais j'ai jamais réfléchi à la position de la femme à cette période-là. Parce que c'était mon père qui était en fuite. C'était ma mère qui suivait ton père, qui s'occupait de nous. Enfin voilà, en plus, tu ajoutes les rumeurs, tu vois, on te dit... je me souviens, il y avait un adulte qui m'a dit « Ouais, Mazir, viens voir. » Je vais le voir, il me dit « Est-ce que c'est vrai qu'on a retrouvé la tête de ton père, mais pas le corps ?» Et en fait, j'avais 8 ans. Et il attendait vraiment que je réponde, en fait. Donc il y avait toutes ces choses-là. Et quand j'ai vu Papicha, il y a la tension qu'il y avait dans le pays à l'époque. Ouais. J'ai retrouvé cette peur que j'avais au quotidien à l'époque. Donc c'est ça qui m'a touché. Par exemple, quand je rentrais le midi regarder mes dessins animés, quand je rentrais de l'école, il y avait des pubs préventives pour les enfants. Des pubs, par exemple, qui te disent « Si vous voyez un adulte que vous n'avez jamais vu dans votre village, signalez-le à un adulte. » Si vous voyez un monsieur c'était la terreur, comme ça, ouais, voilà. Si vous voyez un carton sous une voiture, ou tu as des trucs. Ouais. Et nous, gamins, on nous disait ça. Et tu t'en rends compte ou est-ce que c'est... Parce que tu vois, dans Papicha, moi je trouve que ce qui est beau, dans ces moments de tension intense, c'est qu'elle crie à la vie, quoi. Bon, finalement, c'est pas très joyeux parce que bon, c'est désastreux tout ce qui va arriver. Je spoile pas le film, mais il y a quand même une rage de vivre et de dire je suis algérien, algérienne pour le coup. J'y resterai et je suis fier en fait et puis ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y a pas on parle pas de religion. Non. On parle d'actes d'extrémisme, mais il n'y a pas du tout, on ne dit pas la mauvaise religion musulmane. Mais même le passage où elle parle du voile, elle te parle de la tradition de ce voile pour les femmes. Puis c'est assez joyeux. C'est ça. Enfin, tu vois, il y a un truc où puis c'est des femmes fortes, quoi. On n'est pas dans un truc larmoyant. C'est ça qui était intéressant pour moi dans le film. C'est ça la force du film, c'est que on te parle de femmes fortes là où tout le monde va associer la décennie noire d'Algérie aux hommes, au masculin. En Algérie, en fait, la rue appartient aux hommes. Les femmes, elles sont minoritaires. Aujourd'hui, ça commence à changer. Tu vas à Alger, tu vas à Béjaïa ou les grandes villes, ça commence à changer. Mais à l'époque, la rue, c'était pour les hommes. Les cafés, c'est pour les hommes. Les terrasses, c'est pour les hommes, etc. Donc, quand on parle de la décennie noire des morts, c'est aussi les hommes. C'est les hommes qui sont victimes et c'est les hommes qui sont bourreaux. Et ce film, d'un coup, te dit, il y avait les femmes aussi. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que dans le film, sans jugement, tu vois les deux côtés. Par exemple, le petit ami de l'actrice qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux rester dans ce pays de merde ?» Oui, casse-toi, ouais. Ben oui. Et
elle qui dit mais c'est mon pays. Oui. Et en fait, il n'y a pas eu de jugement. Finalement, nous qui avons fui parce que mon père devait se faire assassiner, on fait partie de ceux qui se sont dit on se barre de ce pays. Mhm. Et j'ai toujours eu de l'admiration pour ceux qui se sont dit on reste. Ils n'avaient peut-être pas notion du fait qu'ils pouvaient mourir. Vous avez Nous, on avait eu une menace la directe. chance et la malchance de savoir, quoi. Parce que, tu vois, Ouais. heureusement, on peut pas dire, on sait pas quoi dire face à ça. Non, mais ce qui fait que tu te retrouves en France. Et là, t'as quel âge quand t'arrives? J'avais 11 ans. 11 ans. Donc, en fait, t'as passé toutes tes années charnières d'adolescence ici. En France, oui, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai totalement épousé la culture française. Est-ce que tu te sens français? C'est Ça- bizarre ça- à dire, mais ouais, est-ce que... je sais. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. et ça dépend avec qui je suis. Ok. Par exemple, à la Coupe du Monde 2006, T'étais trop français. Non. j'étais tellement français que j'en ai eu honte parce que je me souviens, il y avait le match nul qu'on avait fait face à l'Allemagne. Mhm. Mais Je malgré me ça, on était qualifiés. Et, pardon. Et mes potes se plaignaient à dire ah, mais quelle équipe de merde, ils sont pas capables de gagner. Et je leur ai dit mais les gars, pourquoi on est des mauvais supporters comme ça? On est qualifiés, c'est ce qui compte, non? Et l'un de mes meilleurs amis me dit mais tu crois vous les Algériens, vous êtes mieux? Et en fait, j'avais bleu, blanc, rouge sur mes joues. Et là, j'avais honte. Je me suis dit merde, j'ai vraiment cru que j'étais des leurs. Puisque là, mon ami vient de me dire non. Ah ouais, c'est fou. On Donc, t'a tu vois- rappelé que t'étais pas... Ouais. Et même les blagues au quotidien, c'est pas fait dans l'intention. En fait, les gens pensent que le racisme, c'est quand on te dit sale bougnoule, rentre chez toi. Non, ça, c'est un mec bourré. C'est tout, tu vois. Mm. Le racisme inconscient, c'est le plus dangereux. C'est quand un ami pense que c'est drôle de te dire 3 fois par semaine ah, couscous. Mm. Et c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, tu vois. Ouais. Non, il s'en rend pas compte. C'est celui qui te fait le plus mal, en fait, Bien et sûr. qui te rappelle. C'est ça. Et puis il y a le nombre, la quantité. Quand quelqu'un ressent le besoin de faire des blagues sur mes origines alors qu'il n'y a pas lieu, on est là, on est entre nous, il veut se rassurer. Il a besoin de mettre une étiquette. C'est comme, je sais pas, d'un coup, je me souviens, j'avais invité un ami qui est homosexuel dans mon groupe de potes pour jouer au foot. Mhm. Et à un moment donné, il y en a un qui voulait absolument dire... Qui était gay, quoi. Ouais. Il fallait le dire. Il fallait Ouais. le dire pour au moins, voilà, c'est posé. Mm. Et en fait, c'est la même chose. Ouais. Pour nous, maghrébins, ou pour les noirs ou autres, souvent les gens ressentent le besoin de dire bon, C'est ta catégorie. on dit que tu es maghrébin, comme ça on passe à la suite de la Tout soirée. va bien. Ouais. Et en fait, j'ai juste envie de dire aux gens qui font ces blagues-là, avant de faire la blague, dites-vous que vous êtes peut-être la 10e ou la 11e personne de la journée et que c'est pas nécessaire. Donc, je me sens français, oui. Ma femme est française, on va avoir un bébé d'ici le mois de Génial. juin. Et mon bébé sera française, algérienne, C'est une fille? portugaise et brésilienne. Oui, c'est une fille. Ok. Donc, finalement, tu vois, j'arrive à un stade de ma vie où je me dis, je m'en fous Qu'importe. de tout ça. Qu'importe, Ouais. voilà. C'est juste qu'il y a des moments où il y a des moments où je me sens totalement français et des moments où je me dis, non, non, déconne pas. La France, ça veut pas. Ah oui, c'est fou que tu ressentes ça quand même, parce qu'au final, tu vois, ça fait longtemps que tu es là. Puis tu travailles ici, tes films, tu les fais bien ici, sûr. tu vois. Et du coup, est-ce que quand tu fais un film, c'est un acte, je l'ai déjà posé cette question-là, mais c'est un truc qui m'intrigue, est-ce que c'est forcément un acte militant? Alors en tant que comédien, j'imagine que tu vas me répondre non, parce que... Déjà, il faut savoir qu'en tant que comédien, je suis moins heureux qu'en tant que scénariste, réalisateur. Parce que quand on t'appelle pour un projet ou quand tu postules pour un projet, tu veux juste travailler. Bien sûr. Tu vois, c'est à mon stade, à notre stade, tu vas pas avoir un réalisateur qui va dire il J'ai y a vraiment écrit ça quelque pour chose. toi. Voilà, j'ai ouais, fait ça c'est pour toi. Alors que en tant que scénariste et réalisateur, T'as oui, le pouvoir, quoi. ouais. Mm. Et puis je pense que oui, c'est un acte militant. C'est ça. Oui, qu'on dit. oui. Voilà, parce que j'arrive pas. J'aimerais être drôle. Par exemple, là pour le Nikon, je voulais tellement faire un truc drôle et j'arrive pas. Alors que je suis drôle au quotidien, tu vois, je fais tout le temps des blagues, je suis très con. Mhm. Mais quand j'écris, quand je fais du cinéma, il y a toujours une voix dans ma tête qui me dit non, tu peux pas déconner, t'as ça à dire. Mais c'est très sérieux pour toi. Ouais. Ouais. Et en même temps, j'adore les comédies, j'adore, tu vois. Mais en faire, pour l'instant, t'es pas là. En fait, même si demain je dois faire une comédie, ça serait une comédie satirique, ça serait une comédie Il y aurait une dystopique. partie sociale, quoi. Ouais, pas forcément sociale, mais j'aime bien le côté politique où j'aime bien faire passer des messages.
c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je veux faire des films. Et si tu n'avais qu'un message à passer dans toute ta carrière, ce serait lequel? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi cette question? J'aime bien toujours réduire à un, tu sais. C'est très Ah, compliqué, mais c'est pour trouver l'essence, en fait, au final, tu vois, de se dire, si moi, je devais servir à quelque chose ouais. à travers mes films, ce serait... et ça c'est- peut évoluer, hein. C'est pas gravé dans le béton. C'est dur parce que j'en ai deux en tête. Vas-y, mais dont dis un les qui deux. englobe l'autre, en fait. Ça peut paraître cucu, mais je dirais l'amour. L'amour. Et l'amour de manière très, 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 très générale. Dans l'amour, j'inclus l'acceptation, j'inclus la fraternité, j'inclus... Donc, finalement, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre. Si j'arrive à faire Ce ça serait- sur ma carrière, ce serait génial. Bah oui. Ce serait génial. Je te dis, on assiste à l'arrivée de Jésus, tu sais, ou qu'importe le prophète, mais voilà. Non, mais c'est génial, je suis très content. Et si, tu sais, je t'ai parlé d'un petit moment libre Oui. que tu peux, voilà, exploiter à ta guise. Est-ce que tu as pensé à quelque chose? J'ai réfléchi, ouais, j'ai voulu aborder tellement de choses. C'est et puis, compliqué, hein. c'est très compliqué. Tu sais, d'un côté, tu dis, il faut pas être relou. D'un côté, tu dis, il faut peut-être être un peu drôle. Il faut peut-être Non, être il faut être militant. soi-même. Ouais, si je devais être moi-même, je dirais que dans ce moment libre que tu m'offres, et je t'en remercie, De rien. j'aimerais que les gens, et tous ensemble, qu'on réfléchisse au mot caucasien. Je déteste ce mot. Mais il y a un film qui a été fait. Tu l'as pas vu? Non, je Dans l'ai pas l'ancienne icône, vu. Ouais. l'année dernière. Si, je l'avais vu. C'est, je crois, je l'ai bien aimé. Nourzita, ou je sais Ouais, plus ouais. son nom. C'est pas bien. Ouais, je me souviens Ouais. de celui-là. Parce que vraiment, il y a un souci avec ce mot qui est une fausse définition en plus, qui de base est un mot scientifique qui est lié en fait à la forme des os du crâne. Et les scientifiques ont fini par l'abandonner parce qu'ils se sont rendus compte que cette forme de crâne qu'ils ont découvert dans la région du Caucase, elle était identique à celle qu'on a en Afrique du Nord. Et du coup, ils se sont dit, ah mince, ça ne fonctionne pas. Et dans le social et surtout dans notre métier d'acteur, Ah oui, c'est tout le temps. Caucasien, ça veut dire c'est blanc, c'est en gros, atroce, c'est atroce. Mais oui. pour les directeurs de casting. Et tu vois, j'ai une amie qui vient du Caucase, elle vient d'Albanie. Elle a été refusée parce qu'ils cherchent une caucasienne. Elle a dit, mais moi, je suis une vraie caucasienne, en fait, les gars. Et oui, ça, c'est... Et pourquoi j'aime pas ce mot, c'est que il englobe un truc qui est un peu hypocrite parce qu'on a peur de dire blanc. Et moi, je suis pour qu'on dise blanc. Bah, oui. Je suis pour qu'on dise noir et non black. Mhm. Tu vois. Et en même temps, je suis contre ce mot dans le sens où quand quelqu'un fait un film sur une histoire d'amour, ils veulent toujours un caucasien, une caucasienne. Et t'as envie de dire, mais en fait, les Chinois peuvent aimer, Bah oui, bien les sûr. Noirs peuvent aimer, Mhm. les Berbères peuvent aimer, les Arabes peuvent aimer. T'as pas besoin de dire La caucasien. précision. Mais Ben oui. maintenant, il y a quand même une tendance dans le cinéma qu'on peut saluer, avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, il y a même des gens qui créent des personnages sans genre. Ça, c'est On est à génial. l'étape... Bien sûr. j'ai vu quelques annonces où ils disent Daniel.le, Ouais. tu vois, et homme, femme, noir, blanc. Enfin, c'est pas Voilà. précisé, tu vois, c'est ouvert à tous. Et tu dis oui, effectivement. Après, le seul petit point sur lequel je pense que tu peux t'accorder, moi, quand j'écris un film, j'en ai pas écrit 72 000, mais c'est des images. Oui. Et des fois, effectivement, et c'est triste, hein, j'ai grandi avec des images. Moi, dans le film que tu as vu, Edith Henry, il y avait ce mec avec l'afro, parce que c'est des images que j'ai créées Bien sûr, qui sont bien presque de l'exotisme, on pourrait considérer presque du racisme au final, non, mais si tu pousses le truc. Et il y a des gens qui ont des images de, oui, voilà, ils veulent la fille blonde, et c'est peut-être triste, mais c'est aussi l'occasion d'autres personnes qui ont un autre imaginaire Mhm. de créer ces opportunités-là. Ouais. C'est-à-dire que toi, en ayant grandi dans ton pays, tu vois, on a tous un bagage d'imaginaire, en fait. Oui, oui. Et je trouve ça triste qu'il y ait des gens qui se disent, ah, moi je l'ai entendu dans des productions, ah mais il nous faut le noir. Et je trouve que c'est encore Ouais. pire, quoi, en Mais fait. bien sûr. Tu te dis, Bien mais sûr. non, parce que tu t'obliges à faire quelque chose En que fait, tu moi, je suis comprends pas. J'encourage pas justement ce côté, je suis contre ce côté, on s'oblige à ceci, Ah cela. oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'aime pas la discrimination positive. Mais c'est juste,
si tu fais un film d'amour, dis que ça parle d'amour. Ça parle d'un homme et d'une femme qui vont s'aimer et avoir une relation très violente et se séparer dans un truc explosif. Et tu fais ton casting. Bien sûr, voilà, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Si à partir du moment où c'est un homme et une femme qui s'aiment et qu'ils habitent à Paris, c'est des blancs, c'est des caucasiens, là, ça me dérange parce que du coup, tu te dis, mais essayons de dépasser ça. Bien sûr, si tu fais un film sur Louis XIV et que tu cherches que des blancs, je ne vais pas venir postuler, je vais faire perdre du temps à la directrice de casting et surtout, je ne vais pas venir, ouais les gars, je suis français. Non, déconne pas. On parle de Louis XIV, de Louis XVI. Oui, il y a une question juste de physique pour le coup, historique. Mais... Exact. Et pareil, quand un réalisateur a une image précise en tête, là il voit une blonde ou là il voit quelqu'un d'afro, ça tu peux pas l'enlever non plus. Ça c'est un truc, sinon c'est triste. Ça veut dire qu'on fait des films... Parce qu'on s'oblige à faire un truc, tu vois. Moi par exemple pour l'Albatros, on m'a dit mais pourquoi t'as pris des noirs? Je dis mais pourquoi pas? Parce qu'en fait mon histoire est universelle, elle fonctionne. C'est l'exil quoi. C'est l'exil. Ça aurait pu être 2 blancs qui partent au Japon, sachant qu'au Japon, t'es le bienvenu pendant 6 mois, mais les 6 mois d'après, on veut plus de toi. Donc, si un blanc part au Japon... Oui, il est dans la même position que la personne noire qui est dans ton film. C'est exactement ça. Donc, c'est universel. Et là, il se trouve que je voulais cet esthétisme. Je voyais ces images-là. Et je voulais pas autre chose en fait. Et les acteurs d'ailleurs, c'est bien qu'on part sur ça. Tu les connaissais ou tu as fait un casting? Non, du tout. J'ai fait un casting. La seule personne que je connais, c'est le fils. Le petit. Non, pas le petit. Non, pas le petit. Le fils, le grand. Le fils. Ouais. Et qui est danseur, Fabrice Tarot. Sinon, pour les autres, j'ai fait un casting. La première personne que j'ai castée, c'est Lorena, celle qui joue la sœur. La grande sœur. Voilà, qui parle au petit. Voilà. Et elle m'a présenté les autres. Alexandre Bambou, le père. Et quand j'ai vu ce monsieur... Tu t'es dit, c'est lui. Oh mon Dieu, j'ai fait un truc qui n'est pas bien. Je m'en excuse si les personnes écoutent. Je devais voir 2 autres hommes. Et en fait, j'ai tellement eu un coup de cœur sur Alexandre que j'ai annulé le casting. Chose horrible à pas faire. C'est dur. Je sais, c'est pas bien. Mais en même temps, tu savais que c'était lui. Mais je savais que c'était lui. Ça t'aurait mis peut-être un doute bête. Quand tu sais. Je voulais pas. Je voulais pas de doute. Et par la suite, il y a quelqu'un sur mon annonce qui m'a contacté pour le petit... Ça s'est passé comme ça. Et là, d'ailleurs, sur l'annonce casting, j'ai eu droit à des blagues incroyables. Par rapport? Quand tu cherches un homme noir de 50 ans, il y a au moins 5 mecs qui te font une blague à dire à Morgan Freeman. Ah ouais? Tu vois? Oh non, c'est pas vrai. Je te promets. Je ris, mais je trouve ça tellement triste. J'ai eu un mec sur Facebook qui a répondu à l'annonce en me disant tu veux un noir qui a buriné au chantier ou un noir plutôt costaud? Et là, tu fais, oh mec. Enfin, c'est des trucs comme ça. Après, pour le gamin, c'est plus mignon. Oui, parce que c'est les parents qui sont derrière aussi. Voilà, j'ai eu 3 mamans qui m'ont écrit bonjour, mon fils est blanc. Si jamais vous ne trouvez pas le noir, c'est un très bon acteur. Et j'ai eu un blond aux yeux verts. Ça aurait pu être un adopté, parce que ça aussi, c'est possible. Et en fait, je l'ai pas mal pris pour les mamans parce que c'était mignon. Mais quand un mec te dit tu veux un noir baraque ou un noir qui en a chié, t'as envie de dire ah ouais, il y a que ces 2 catégories. Enfin. Puis Morgan Freeman, arrêtez quoi. Oui, surtout en France, tu vois, il faut ouvrir quoi. C'est ça. Bon. Oh mon Dieu, maintenant j'ai peur d'être le mec, tu sais, tu m'as invité et je parle que de racisme, tu sais. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est ce que tu avais envie de dire et ton film parle de ça aussi. Ouais. Mais est-ce qu'on peut et puis c'est ta condition, enfin tu vois, à un moment donné, si tu. Oui, mais c'est pas si horrible que ça. Je veux pas non plus qu'on croie que la France c'est un pays extrémiste, horrible. On est à Paris. Franchement, Paris c'est cool. Oui. C'est pas si horrible que ça au quotidien et je tiens quand même à le dire, tu vois. Ça y est, finalement, il se dit je me rétracte. Juste après. Je me rétracte. Non, mais en fait, s'il y a des financeurs blancs, je suis prêt à les prendre. Voilà. Ne me boycottez pas. Non, mais il faut le dire, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on trouve insupportables et il faut le dire, tu vois. Ouais. Et ça fait pas de toi quelqu'un de politique ou, enfin, tu vois, qu'importe. Non, t'as raison de le dire. Et est-ce que t'as d'autres projets qui arrivent là? Oui. J'ai un projet, à la base c'était un court-métrage. Et en fait, j'ai fini par l'élargir. Je vais pas tout te raconter, mais le thème c'est la féminité. Et en fait, les différentes formes de féminité. Le premier court-métrage que j'ai écrit, c'est un boxeur qui se travestit en femme et qui finit par tromper sa femme avec une femme.
Ça, c'est déjà tourné. Non, ça c'est écrit seulement. Ah, Et en fait, suite à ça, s'ajoute une nouvelle de mon père Avant. que j'adapte, Ok. qui se passe en Algérie. Et à ça, j'ai ajouté une autre histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis resté sur le thème de la féminité, de différentes féminités. Donc là, je suis en train d'écrire un long métrage qui est Avec ces constitué 3. de 4 histoires. Une quatrième Génial. que je cherche. J'ai 3 idées, mais elles sont pourries. Génial. Ah non, mais c'est génial ça. Et que du coup, ce serait un peu choral, il y aurait plusieurs. En fait, c'est à un moment donné, chaque personnage de chaque Dis pas histoire... trop de choses, hein. Oui, Tu sais bien qu'il y a sûr. des gens qui volent. Ouais, je sais. Chaque personnage de chaque histoire va rencontrer. Ah, ok, Ils vont donc ils se croiser. croisent. Voilà. Ah, c'est C'est comme ça génial. qu'on passe d'une histoire à l'autre. Et à chaque histoire, à chaque nouvelle histoire, il y a un nouveau prénom féminin qui est projeté. Et donc là, tu es encore en écriture. Je suis en écriture, oui. Et donc, ce sera un long. J'aimerais que ce soit un long. Et en fait, là, mon objectif, c'est de trouver peut-être une résidence d'écriture Ouais. pour trouver la force d'écrire ça. Parce que c'est assez flippant, en fait. C'est pas simple. Ouais. Tu vois, là, on parle de mon icône qui fait 2 minutes 20. Et là, j'aimerais faire un truc d'une heure 50. D'un coup, tu dis, est-ce que je suis capable? Oui, puis ce sera tu sais, cette idée-là, enfin, je te souhaite que ce soit la première, hein, mais ce sera peut-être pas ton premier long aussi. Bien Tu sûr, vois, enfin, il y a un truc où, mais il faut déjà pouvoir y rêver, tu vois. C'est déjà bien. Exact, c'est ce que je me dis. Et avancer là-dedans. Bah écoute, on va finir sur cette note positive. Enfin. Et pourquoi enfin? Non, pas du tout, je suis très content. Je vais te demander en un mot, Oui. de définir. Alors, je cherche, à chaque fois, j'essaye d'avoir un truc. Ce qu'on peut te souhaiter en un mot. Si ça n'a pas de sens, te censure pas. La première chose qui vient, ce qu'on peut te souhaiter en un mot. La force. Très bien. Force à toi, du coup. Yes, merci. Merci beaucoup. à toi, merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.